C'est un grand jour, Shai, parce que Zachary Rizaché a mis 30 points. Et oui, donc c'est un grand jour pour Antoine Pimel et tout le fan club de Zachary Rizaché. Défaite des Hawks contre les Cavaliers. C'est le match que j'ai choisi d'aborder en premier, évidemment. Défaite 115-137. Mais voilà, pour Zachary Rizaché, 30 points en 25 minutes, 11 sur 14 au tir, 7 sur 7 en première mi-temps. Et je sais que des fois, j'en fais un peu des caisses sur Zachary Rizaché, mais je trouve que c'est un premier choix dont on parle très peu, Shai. Et c'est pourtant, il n'y a que 2 rookies dans cette promotion qui ont fait plusieurs matchs à 30 points. C'est Jared McCain et Zachary Rizaché. Donc, il y a quand même quelque chose, c'est Rizaché. Et même dans un soir où il est ultra adroit, il est limité à 25 minutes. On sait que les Hawks ont intérêt à ne pas perdre. Pardon, je fais une intro un peu longue, hein, Shai, mais on sait que les Hawks ont intérêt à ne pas perdre parce que leur choix de draft reviendra aux Spurs. Mais j'ai l'impression que les Hawks n'ont toujours pas capté que faire jouer Rizaché, c'est pas synonyme de perdre et qu'au contraire, c'est généralement plutôt bon signe pour leur équipe. Ouais, et alors, parfois ici et là, on peut lire que Rizaché est décevant, quelques fans américains qui disent ah, c'est quoi ce first pick et tout. Mais globalement, quand tu écoutes un peu plus les spécialistes, il n'y a personne qui a abandonné Rizaché ou qui le trouve catastrophique. Il y en a qui se posent des questions un peu sur le plafond et tout ça, mais globalement, il y a quand même encore. Les gens sont plutôt positifs, je trouve, surtout après un match comme celui-là. Alors certes, c'est dans une défaite. Mais bon, il n'y a pas de honte à perdre contre Cleveland. Hein. Surtout qu'Atlanta, jusque-là, c'était la bête noire des Cavs. Ils les avaient battus 2 fois dans la saison, alors qu'ils ont un nombre de défaites assez faible. Et Rizaché a été très bien, toujours sur ce temps de jeu un peu limité, mais on voit les armes offensives qu'il a, ce qu'il est capable de faire. Moi, je suis vraiment. On en a déjà parlé. Alors, toi, tu es très, très haut dans le train. Tu es très, très bien placé dans le train, Zachary Rizaché. Moi, je suis toujours dedans, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va vraiment être un bon joueur. Et voilà, c'est une saison particulière parce qu'il y a des équipes où des first pick en difficulté, des first pick ou des joueurs draftés haut ont énormément de temps de jeu et ont le temps de faire des erreurs et tout ça. Lui, il a quand même un temps limité pour apprendre. Enfin, c'est-à-dire que 20-25 minutes, c'est pas les 35-36 qu'on peut voir ailleurs. Dans une équipe qui savait pas trop comment se positionner au niveau des ambitions cette année, un coup, ils étaient bien placés et ça visait les playoffs. Là, ils sont sur 7 défaites de suite, 8, 7, 8, je sais plus. 7 défaites de suite. Donc, ils sont en train de complètement rentrer dans le rang. Ils ont plus que 2 victoires d'avance sur Chicago qui est 10e et les Sixers qui sont 11e. Donc, c'est pas sûr du tout que les Hawks fassent le play-in. Mais Rizaché, en tout cas, oui, sur ce genre de match, c'est pas contre une équipe en bois en plus, hein, on est d'accord. Ouais. Il a montré qu'offensivement, il y avait des choses. Bon, défensivement, on l'a vu une fois ou deux en mission. Il a été mis sur des joueurs de grand talent, notamment avec Kevin Durant. Je pense que Quinn Snyder lui fait confiance. Après, le temps de jeu, ça viendra avec le temps aussi. Il faut rappeler que Victor, l'année dernière, il avait un temps de jeu un peu limité dans un premier temps. C'était aussi dû au physique, mais je m'inquiète pas pour lui. Ouais, après, il y a eu beaucoup d'adresses aussi, ça aide. Hein. Je tempère 2 secondes la perf de Rizaché, même si je suis évidemment content. Il y a eu beaucoup d'adresses. Il n'y aura pas toujours de l'adresse. L'effectif des Hawks est finalement, maintenant qu'il y a des blessures, ça devient très vite compliqué. Ouais. J'ai même du mal à capter pourquoi Quinn DeAndre Hunter dans le 5, avec Daniels, avec Young, avec Rizaché, avec Okongwu, quitte à faire une Tom Thibodeau et à faire jouer longtemps ses starters en attendant le retour de Bogdanovic. Parce que là, il y a des joueurs, franchement, tu vois, Mohamed Gay, il a 8 points, 3 interceptions. Il y a pas forcément des mauvais joueurs, mais il y a peu de joueurs qui ont un impact ou qui contribuent. Je serais d'avis qu'ils tentent quelque chose et que voilà, et qu'en même temps, ça le fait grandir Rizaché, ça le fait jouer de plus en plus de minutes avec Trae Young, ça le fait jouer de plus en plus de minutes avec Onyeka Okongwu. C'est sûr que de toute façon, son temps de jeu va être revu un peu à la hausse avec la blessure de Jalen Johnson. J'espère qu'il y aura d'autres performances de ce type ou qu'en tout cas, il y aura une régularité un peu plus haute dans ses performances. Voilà, si ça tourne à 14-15 points, sachant qu'avec ça, il peut même aller chercher le rookie de l'année, ce serait celle qui serait le plus fou. 14-15 points, que ça rappelle un peu à tout le monde. Ouais, ok, c'est sans doute pas une future star. Et encore, c'est un peu tôt pour le dire, mais je pense effectivement que ce ne sera pas une future star. Mais c'est pas un mec qui a été drafté numéro 1 par hasard. Il y a un vrai talent. Et oui, c'est un couteau suisse qui peut faire plein de choses, mais il peut y avoir un vrai impact en attaque. Voilà, à suivre du côté de Zachary Rizaché. Ça dépend ce qu'on appelle future star, encore une fois. Mais bon, on pourra en reparler. Mais bon, pour l'instant, il est toujours dans une phase, c'est très très tôt, et dans une phase d'apprentissage, on ne sait pas encore quel joueur il peut devenir. Mais bon, on en reparlera. Il y aura d'autres occasions pour parler du plafond de Zachary Rizaché.
Je te propose qu'on passe au vrai match très intéressant de la Yes. soirée. Le thriller habituel entre Houston et Memphis. Trop bien. Alors, à chaque fois que les deux équipes se jouent, ça donne un banger. Trop bien. Victoire de Memphis cette fois-ci, 120-119, sans Ja Morant, sans Alperen Sengun aussi du côté de Houston. Les Grizzlies, c'est un match avec énormément de rebondissements parce qu'en fait, les équipes, il y a eu du suspense tout du long, quoi. Elles n'ont pas arrêté de se rendre les coups. Les Rockets avaient pris un avantage à 5 minutes de la fin et 8 points d'avance pour Houston qui se sentait, qui pouvait avoir le match en main. Et non, gros comeback mené par le All-Star Jaren Jackson Jr. Qui a mis 21 points. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il met 9 des 13 derniers points, quelque chose comme ça. Ah, il met les deux lancers de la fin aussi, dans un contexte, la fin de match un peu. Ce qu'il faut reconnaître aux Grizzlies, c'est franchement, ils ont surmonté l'une des pires erreurs d'arbitrage depuis le début de la saison. Taylor Jenkins était fou furieux et t'as Thomas Issalo qui est venu faire un écran devant lui pour pas qu'il aille embrouiller les arbitres et tout le staff s'est mis autour de lui. Les joueurs, par contre, n'ont pas du tout été dans l'émotion. J'ai trouvé ça assez admirable. Derrière, alors je vais peut-être expliquer le contexte de cette erreur d'arbitrage, mais Jalen Wells part seul en contre-attaque alors c'est l'avant-dernière possession du match, hein, mais il reste 13 secondes. Il part en contre-attaque. Les arbitres croient que Jenkins demande un temps mort, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en revisionnant l'action, ils ont vu que c'était pas du tout le cas. Et Wells avait marqué. En fait, il avait vraiment fait la différence. Il était parti marquer et donner l'avantage aux Grizzlies. Jenkins pète un boulard. Les arbitres regardent et finalement, ils donnent la possession aux Grizzlies, mais il n'y a pas panier, quoi. Et ils ont 13 secondes pour marquer. Et c'est là que Jaren Jackson Jr. obtient deux lancers. Les réussit. Dernière possession, Houston. J'ai pas trop. Alors, je sais, je dis beaucoup que j'aime beaucoup Houston cette année, mais c'est pas tellement pour l'ingéniosité des systèmes et de la tactique, parce qu'ils ont rien trouvé de mieux que de donner juste la balle à Fred VanVleet pour tenter un tir compliqué alors qu'ils avaient un peu de temps. Et donc victoire des Grizzlies dans une fin de match assez bouillante. Yes, Fred VanVleet en plus qui n'était pas forcément dans un grand soir en termes d'adresse pour le coup. Il y a 6 joueurs qui ont marqué plus de 10 points des deux côtés. Il y a 24 points et 12 rebonds pour Desmond Bane. Allez, on peut passer à la 16e défaite de suite des Wizards. Washington qui s'est fait écraser. C'est comme tous les matins, en fait, on pourrait dire la même chose. Cette fois-ci, c'était contre les Lakers, 134-96. LeBron a eu besoin de jouer. Il n'y avait même pas Anthony Davis en plus. LeBron James a eu besoin de jouer que 3 quarts temps. Il a mis 24 points, 11 passes. Et pour te dire, les Wizards sont tellement mauvais que Gigi Reddick qui s'est dit bon, j'ai qu'à faire jouer tout le dernier carton à Bronny James. Ça a été le cas. Et Bronny James, il a même signé son record en carrière avec 5 points. Voilà, Bronny qui généralement est quand même. Alors, il fait un sur 6 au tir, mais qui est généralement en difficulté face à toutes les équipes en attaque. Il a quand même réussi à mettre 5 points, à provoquer des fautes auprès des Wizards. Voilà. Ouais, 29 points combinés pour la famille James. Même sans Anthony Davis, ça n'a pas posé de difficulté aux Lakers. Il n'y avait pas Alex Sarr du côté des Wizards, il a manqué. Ça fait 2 matchs de suite qui manquent. Et Bilal Koulibaly n'a pas vraiment surnagé non plus. Il marque 6 points, un peu discret. Donc 16 défaites de suite. Et il faudrait regarder un peu le calendrier pour voir quelles sont leurs chances de prétendre à la récupération du titre de pire équipe de tous les temps sur la série de défaites consécutives. Ce serait intéressant de regarder qui doit affronter prochainement. Déjà, leur prochain match, c'est contre les Timberwolves, qui sont justement sur 5 victoires de suite. Minnesota a battu Utah 138-113. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le match des Lakers. Non, je regardais juste le calendrier des Wizards après ce que tu avais dit. Mais déjà, les Wolves, le prochain, on peut dire que ça fera probablement 17e défaite de suite. Utah qui est en très grande forme, 36 points, 11 passes de Anthony Edwards qui lui aussi est en train d'évoluer à un très haut niveau de jeu. Rudy Gobert a maltraité son ancienne équipe, 16 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 contre. Et voilà, une victoire assez facile de Minnesota contre Utah avec un très gros troisième quart-temps. Ils ont passé 44 points dans le troisième quart-temps. Ouais, gros match d'Anthony Edwards quand même, impossible à stopper pour le Jazz. Et entrée sympa aussi de Rob Dillingham. On n'en parle pas spécialement beaucoup cette saison, mais il a parfois des apparitions quand même bien cool. 19,8 passes, plus 23 pour Rob Dillingham. Ouais. Et Orlando a perdu contre Portland 119-90. Nouvelle défaite du Magic. C'est la combienième? Non, ils ont perdu 2 de leurs 10 derniers matchs. Ils sont quand même 6e, c'est le paradoxe. Et ils sont 6e même en ayant perdu. Parce que 7e, je crois que le 8 est encore devant, il me semble. Non. En tout cas, sur le. Ah oui, ok, d'accord. Oui, pardon, j'avais pas actualisé. Effectivement, ils sont 7e du coup. Ouais. Oui, parce qu'ils ont un bilan négatif maintenant. Ils ont perdu 8 des 10 derniers. Ouais.
Et toujours la même histoire. 90 points marqués, 5 paniers à 3 points marqués, 19% à 3 points. Contre Portland. Contre Portland. Et c'est exact, tiens, c'est ce que je voulais vérifier parce que tu vois, les Blazers ont une capacité à défendre de temps en temps. C'est une équipe jeune, donc ça manque de régularité en défense, mais il peut y avoir des moments où les Blazers ont des atouts athlétiques pour défendre. Mais ça reste là la 26e défense de la ligue. Et donc, ils ont mis 90 points à la 26e défense de la ligue. Orlando qui a la 29e attaque. Ouais. Il n'y a que Washington qui est plus mauvais en attaque qu'Orlando cette saison quand même. Ça pique très fort là, même s'il y a le tandem Banchero-Wagner, c'est très difficile. Premier quart-temps, tu te dis c'est bon, ils ont trouvé vu que l'adversaire est faible, ça va, ils mettent 35 points, ça va, tu te dis que ça va dépasser les 100 points, qui ont peut-être gagné le match, mais après ça a été catastrophique. Pas du tout d'inventivité en attaque, pas du tout d'adresse, c'était régal pour les Blazers, qui pour le coup eux sont plutôt intéressants en ce moment. Hein. Ouais. Ils sont dans une période assez intéressante, ils gagnent des matchs, on voit des choses. Scoot Henderson a été très bon. Ça fait plusieurs matchs qu'on le voit un peu plus à la hauteur du talent qu'on lui prêtait. Là, il fait 23,7 passes, il me semble. Ouais. Il y a 23 points de Sheldon Sharp aussi à 9 sur 14. Ayton, pas inintéressant non plus. Il marque des points, il prend des rebonds. Et surtout, je reparle de lui. On en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais est-ce que tu as vu les contres de Toumani Camara sur Banchero? Ah, mais lui, je l'ai mis dans le CQFR écrit ce matin, mais c'est le best kept secret des Blazers, je pense, parce que le contre magnifique qu'il met à Banchero, il a deux doigts de se manger un poster gigantesque et il touche que le ballon, il lui en remet un aussi, plus en mode chase down. C'est un super défenseur. Je sais pas s'il sera dans un des 5 défensifs parce que les Blazers sont quand même très mal classés, mais je maintiens que sa place est dans une équipe compétitive, que ce soit Portland, s'ils arrivent à court terme à inverser un peu la tendance, mais il a une place dans la ligue, dans n'importe quelle équipe compétitive pour être un défenseur élite. Et en plus, il sait scorer, il est pas maladroit. Hein, donc, j'aime beaucoup Toumani Camara. Voilà. En fait, c'est simple. Portland, il y a vraiment une base qui se dessine avec Scoot, Sheldon Sharp, Toumani Camara, Donovan Clingan. Et il manque un. Alors que le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y a un de ces gars-là, est-ce que Sharp ou Anderson ont un potentiel de All-Star dans les pattes quand même pour prendre un jour le visage de la franchise. Ça, on ne sait pas. Les deux ont des atouts. Ouais, t'as cité Avdia ou non, Avdia, tu le vois plus non, ailleurs. C'est un vétéran, il va pas rester. Il n'est pas dans le projet de la franchise. Pareil pour Ayton, pareil pour Simmons. C'est des joueurs jeunes qui aujourd'hui contribuent, mais c'est pas le projet de la franchise. Ouais, parce qu'il a le même âge que Toumani Camara finalement, tu vois, Avdia. Donc, et puis il est plutôt là, il est sur un mois, un mois de quand même bonne qualité sur le plan statistique. Bon, moi c'est parce que je suis un peu biaisé, tu sais que je l'aime beaucoup, mais lui aussi je pense qu'il a sa place ailleurs. Hein, Ouais, je pense pas qu'il soit dans le projet à long terme de la franchise, honnêtement. Je pense que le projet, c'est surtout Scoot, Sharp, Clingan, Camara. Camara, de par sa nature de couteau suisse, que tu vas pouvoir mettre 3, 4. Après, c'est vrai qu'Avdia, tu peux aussi le faire jouer sur plusieurs positions. Quand je pense que Camara, il appartenait au Suns. C'était quoi le trade? Ils l'ont tradé contre quoi déjà? Je sais pas, il doit être inclus dans le trade pour Nurkic, mais c'est typiquement le genre de joueur qui ferait beaucoup de bien au Suns, ça c'est sûr. Alors, il est tradé, c'est le trade de Dayton. Il y a Jrue Holiday, Ayton et le premier choix 2029. Ouais, c'est ça. Avec Nurkic, il est il est dans le trade gigantesque en fait. Mais il ferait du bien au Suns. Hein. Les Blazers ont, il y a 2 équipes, ils sont partis pour piocher en 6 ou 7. C'est un peu loin pour aller chercher ce fameux joueur dont je parlais. Peut-être que ça sera Scoot, peut-être que ce sera Sharp, à voir. Il y a de la progression des deux. Scoot aussi, pareil, sur sa mécanique de tir, c'est un peu plus fluide à 3 points. Il y a quelque chose qui se développe. À voir. Mais c'est vrai que ça joue quand même mieux à Portland ces derniers temps. Et du coup, l'équipe, tu sais que cette équipe à l'Est, elle sera en course pour le play-in, quoi. Ouais, oui, ils ont 19 victoires, 29 défaites. Ouais, ils seraient pas si mal. Ils seraient pas loin de Philly, ils seraient juste derrière Philly. Ouais. On a fait le tour des matchs, mais évidemment, il y a beaucoup d'infos à aborder parce qu'on est en période déjà de rumeurs de transfert. La deadline approche, c'est le 6 février, mais surtout hier, on a appris la liste des remplaçants pour le All-Star Game et il y a évidemment Victor Wembanyama. Alors, je vais te donner la liste des deux côtés. Donc, à l'ouest, on a Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Sengun, Victor Wembanyama et Jalen Williams. Je crois que c'est quasiment, je vais flamber, mais je crois que c'est exactement la liste que j'avais écrite il y a même un mois et demi. Très possible. Ouais. À l'Est,
On a Jalen Brown, on a Pascal Siakam, c'est sûr que je ne l'avais pas mis. Jalen Brown, Pascal Siakam, Darius Garland et Evan Mobley, on a parlé plusieurs fois. Kate Cunningham, pareil. Damian Lillard, pareil. Et Tyler Hero, on l'avait aussi, je crois, dans les nouveaux All-Stars. Donc voilà pour l'Est. T'as vu belle scène avec Tyler Hero. Il voulait vraiment y être. Hein. Ah ouais, parce que tu le vois, il est en stress quand en plus, il est annoncé en dernier à la télé par Ernie Johnson, là, et tu sens qu'il était un peu en stress, et puis il entend Miami Heat. Là, il y a ses potes qui arrivent, et c'est beaucoup de joie, un peu d'émotion. Il y a des joueurs pour lesquels c'est encore important. Au-delà des considérations financières, j'imagine qu'il y a peut-être un bonus qui est alloué à ça, mais c'est des joueurs qui ont rêvé avec l'All-Star Game et qui ont rêvé d'être All-Star, de pouvoir dire qu'ils sont All-Star. Tyler Hero en fait partie. Je pense en fait Tyler Hero, il y a un vrai truc dans sa mentalité, c'est qu'il veut prouver qu'il fait partie des meilleurs. Il avait dit avant le truc, là, 2 jours en arrière, il avait dit non, mais c'est le truc que j'attends le plus depuis la draft, en fait. Je suis vraiment en mode j'ai envie de savoir et j'ai envie d'y être. Et il a envie d'être une star, en fait. Il a envie de montrer, mais vous voyez, non, je ne suis pas un 6e homme ou je ne suis pas un shooter, ou je suis une star. Et là, maintenant, j'ai cette étiquette All-Star. Qui me colle à la peau. Donc, je pense qu'effectivement, ça lui tenait vraiment à cœur d'être All-Star. Ouais. Après, pour Victor Wembanyama, pas de surprise. Hein. Je pense qu'on s'y attendait tous. On était presque à se demander est-ce qu'il serait titulaire. Il sera peut-être titulaire dans une des 3 équipes, vu que cette année, c'est un tournoi. Mais ouais, pas. Je veux dire, c'était évident. Ouais, parmi les petits nouveaux, donc Victor parmi les petits nouveaux. Et si on regarde un peu, Sengun nouveau, Jalen Williams nouveau. Donc il y a 3 nouveaux à l'Est. À l'Ouest, pardon, si je dis pas de bêtises. Williams, Sengun et Wembanyama. Ouais. Et à l'Est, c'est mérité pour les 3. Et à l'Est, Mobley, Cunningham, Hero. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, on peut peut-être parler des fameux snobés, comme tous les ans, ceux qui vont faire campagne pour dire que les gens sont contre eux. D'habitude, c'est Bradley Beal. Là, il peut pas trop le dire. Il peut pas mandater sa femme pour dire à tout le monde qu'il est snobé. Moi, je vais te laisser la parole, mais moi, je vais te dire, moi, il n'y a pas de snobé. Ok. Oui, il n'y a pas vraiment de snobé. Il n'y a pas de snobé. Il n'y a pas un mec où je me dis, ouais, j'enlève un gars de cette liste pour mettre quelqu'un d'autre. Il y a juste des joueurs qui auraient pu, parce qu'ils font des saisons de calibre All-Star, mais après, il faut bien choisir, quoi. Si on prend, moi, j'avais noté un peu, mais à l'Ouest, c'est très statistique parce que son équipe collectivement n'est pas incroyable, même si ça va mieux. Mais Sabonis, c'est un peu l'histoire de sa vie. Il fait des triples-doubles et des doubles-doubles en pagaille. Et là, il est à nouveau pas pris. J'ai noté Norman Powell. Attends. Ouais. Parce que Sabonis, en fait, c'est le débat, il est avec Sengun ou avec Wembanyama. Ouais. Sabonis, c'est pas je pense pas forcément un meilleur joueur que Wembanyama. Sur Sengun, les Rockets sont quand même 2e de la conférence Ouest. Et Sabonis, c'est un peu le prototype du joueur qui stat pad quand même. Je suis désolé, mais à un moment, faut dire les termes, quoi. Ouais, non. Et du coup, moi, je n'aurais pas pris Sabonis au-dessus de Sengun. Après, c'est un peu injuste. Si Sacramento est mieux classé, oui, peut-être tout de suite, ça change la perception. On se dit, ah ouais, Sabonis, quand même, très grosse saison. Mais là, sur cette saison, moi, je veux un représentant des Rockets. Le seul que tu peux envoyer des Rockets, c'est Alperen Sengun. Si tu ne me mets pas des Rockets alors qu'ils sont 2e, tu vois, non, on sait comment ça marche. Donc, je n'aurais pas pris Sabonis au-dessus de Sengun. Non, moi comme ça, non, je pense pas. Moi non plus. Je réfléchis sur les autres joueurs de la liste, indifféremment des postes. Il y a les Booker, la Melo Ball, Trae Young. Ouais, ça, toute conférence confondue. Ouais, Trae Young. Kyrie, au niveau du nombre de matchs, je sais pas trop, mais sinon, quand il joue, il est très très bon. Il a le niveau All-Star cette saison. Il y a un dossier, il y a un cas qui est un peu particulier, mais bon, là, en plus, il est blessé, mais c'était le numéro 1 des fans, la Melo Ball. Bon, Charlotte est pas bien, mais sur les stats des fans. Ah non, c'est ça. À la place de qui, j'en sais rien. Sans doute Tyler Hero, ouais. Sans doute Tyler Hero. Mais Miami est tellement mieux classé. Après, oui, c'est vrai. Ou même les Cunningham Hero, tu peux plus facilement faire des discussions effectivement avec Trae Young, la Melo Ball. Personnellement, moi, j'aurais mis Cunningham et Tyler Hero. Mais effectivement, il y a peut-être un peu plus de discussion. Après, à l'Ouest, tu vois. Il y a quelques semaines, j'aurais mis Trae Young aussi, je pense. Je pense que quand on avait parlé au début des votes, il était vraiment sur une super lancée. Les Hawks étaient très bien classés.
Là, ils se sont cassés la tronche et c'est plus dur de. Je sais que je lis peut-être trop le bilan collectif. C'est comme pour le débat sur le All-Star, sur sur le MVP, pardon. Mais ouais, la Trae Young, ça me gêne moins de le sortir parce que parce que les Hawks sont moins bien classés en ce moment. En fait, ironiquement, et je crois que c'est ce que je disais déjà dans les autres CQFR, je trouve pas que Trae Young il fasse une belle saison. En fait, ça fait plusieurs semaines, je crois, même moi, peut-être que je le dis, mais son nombre de passes est vachement gonflé. Il est moins adroit, c'est sûr. Avec ça, il est maladroit et il fait pas une mauvaise saison, tu vois. Il fait une bonne saison, mais enfin non, il fait pas une bonne saison. Une saison différente, je trouve. C'est un peu différent des autres fois je le trouve pas extraordinaire en fait cette saison, tu vois, Trae Young. Et c'est 11 passes encore une fois, vraiment. Pour ceux qui regardent beaucoup les Hawks, je sais qu'il n'y en a pas forcément des masses, mais il les cherche vachement ces passes en fait. Donc est-ce que c'est bien sûr que ça reste un truc de positif, c'est un bon passeur ou c'est certainement pas quelque chose de négatif, mais je sais pas, ça a pas les 11 passes n'ont pas l'impact qu'on pourrait avoir, tu vois. En tout cas, ça l'a eu. Pas le rayonnement que ça pourrait laisser penser. Ah, mon gars, mon meneur, il est à 22 points, 11 passes. Ah non, il n'y a pas ce rayonnement quand même, tu vois. Je trouve qu'à un moment, il y a eu un peu parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient tous contents de jouer ensemble, que Trae Young se satisfaisait de. C'était les 2 premières semaines de la saison. Ouais. Non, mais il n'y a pas si longtemps, ils étaient quoi, top 6. Ouais, mais même quand ils étaient bien classés, ça s'était déjà passé ce truc-là. Ouais. Jalen Johnson avait plus d'impact que Ah mais alors ça, je suis d'accord. Tu sais que j'adore Jalen Johnson. Non, c'est pas un scandale, Trae Young. C'est pas du tout un scandale, mais il pouvait prétendre quand même, tu vois. Il pouvait prétendre, ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. J'aurais pas pris Booker à la place de Jalen Williams. J'aurais jamais Norman Powell. Non, c'est jamais. Il a essayé une petite campagne sur la fin, c'est de dire les gars, regardez, bon. Mais ça, je le comprends, lui, tu vois, parce que tu sais que c'est ta seule chance. C'est le meilleur scoreur des Clippers avec des super pourcentages. Bien sûr que fallait qu'il y ait un représentant des Clippers, mais tu aurais pris Powell plutôt qu'Harden. Non, cette année, Harden, pareil, c'est pas une question d'adresse. Il est pas spécialement plus adroit que d'habitude. Il est très, très maladroit pour le coup, James Harden. Mais bon, voilà, c'est le patron de l'équipe quand même. C'est le patron de l'équipe. Et il y a un joueur, je viens de me rendre compte, on n'en a pas parlé, mais celui qu'on a vu la semaine dernière, mais Haliburton n'est pas All-Star cette année, on est d'accord? Ouais. Haliburton n'est pas All-Star, ouais. Pareil, tu vois, je trouve pas ça surprenant. Il fait pas une grande saison. Non, il a eu du mal. Non, c'est clair, il est moins bien, mais on pouvait se dire que il avait peut-être acquis un statut qui ferait que les coachs diraient bon, c'est un des meilleurs passeurs de la ligue, il est mieux en ce moment, bon, mais non, ça n'a pas suffi. J'avais pas Siakam, mais je me souviens plus qui. J'espérais sans doute Franz Wagner, mais bon, là, il n'avait pas joué assez de matchs. Tu vois, Tyrese Maxey peut prétendre, mais les Sixers sont tellement mauvais que bon, tu te dis, bah non, on va pas leur donner un All-Star quand même. Zach LaVine, il n'y avait pas de surprise. Tyrese Maxey, 27 points par match. Bah non, mais il a le niveau, on sait qu'il a le niveau All-Star. Il l'a été, mais là, lui, il pâtit des résultats des Sixers, c'est sûr. Bon, et voilà pour cette page sur les snobés. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'au contraire, oui, il y a eu des joueurs qui ont été snobés. N'hésitez pas à nous dire pourquoi. Mais par contre, la règle, c'est que si vous considérez que quelqu'un a été snobé, faut dire à la place de qui il va jouer. Parce que ça, c'est le truc qui m'énerve avec les joueurs NBA. C'est non, mais moi, j'aurais dû y être. Oui, mais ok, mais à la place de qui? J'ai vu que Lillard était souvent cité. Après, c'est la température des. Non, mais je sais, c'est la température des réseaux sociaux ce matin. Je regardais un peu et les gens, Lillard, je l'aurais pas pris. Voilà. Mais dans quel monde tu prends pas Damian Lillard avec les Bucks 4e à l'Est? Il est à 25 points, 45% au tir, 38% à 3 points, quasiment 5 rebonds, 7 passes et il a un plus-minus positif. Ah ouais, non, je veux bien défendre mes gars, mais quand même, il n'y a aucun monde où Lillard il n'est pas All-Star. Vous avez énervé Antoine là. J'en regarde pas cette ligue, c'est pas possible. Allez, je rigole, hein, évidemment, vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Ça ne me pose aucun souci, évidemment. Non, il y a une autre grosse news. Désolé, on fait un peu long, mais c'est Terry Rozier. Terry Rozier. Je vais te laisser expliquer l'histoire, mais je te donne tout de suite ma théorie. C'est pour rire, c'est pas une vraie théorie. Pat Riley et la balance. Pat Riley est le mec qui balance. Il s'est dit comment je peux me débarrasser de Terry Rozier qui est nul. Comment je peux m'en débarrasser gratuitement? Allez, je vais le balancer au FBI. J'ai vu des mecs dire non mais c'est sûr qu'il l'a fait, il a pas mis un jump shot depuis 2 ans, c'est sûr qu'il a trafiqué ses
Et donc sur Terry Rozier, qui effectivement fait pas un énorme début de saison avec Miami. Terry Rozier est soupçonné d'avoir manipulé ses performances en 2023, donc quand il portait encore le maillot des Hornets, dans le cadre de, paris sportifs illégaux. Donc il aurait on sait pas encore, on n'a pas le détail. C'était comme pour John Tay Porter au début, on ne savait pas si, ça concernait ses propres matchs, si c'était, au niveau des points marqués, au niveau parce que tu sais qu'on peut parier sur absolument tout et n'importe quoi, dans certains, cercles. La NBA a enquêté, enfin a déclaré avoir ouvert une enquête, mais n'a pas trouvé de choses, totalement incriminantes pour l'instant. Le FBI ont dit: «Attendez, on va récupérer l'affaire parce qu'on a des éléments quand même, il y en a des soupçons assez forts». Donc on ne sait pas sur quelle rencontre c'est. Par contre, ça concernerait donc ses propres matchs pour le coup. C'est pas juste un Je compare avec l'affaire en Italie qu'il y a eu il y a pas si longtemps avec des joueurs, des joueurs de foot qui avaient parié sur d'autres rencontres que les leurs, juste parce qu'ils étaient accros au pari, qu'ils voulaient se faire des sous. Là, ce serait sur leur propre match, sur son propre match en l'occurrence pour Terry Rozier. Ça peut être, tu sais, est-ce qu'il va marquer plus de tant de points? Est-ce qu'il va, voilà, je sais pas. On ne sait pas quelle est l'ampleur de la chose, quelles sont les sommes engagées, mais en tout cas, il y a des soupçons sur lui et le FBI est sur les rangs, ce qui n'est pas bon, et on aurait tendance à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu en matière de ces trucs-là. On a vu avec John T. Porter quand même l'étendue de la chose était, Mais c'est assez impressionnant. justement, en fait, c'est un prolongement de l'affaire Porter parce Ouais. il me semble qu'ils se sont rendus compte que le groupe Mmh. qui pariait sur Porter pariait aussi massivement sur Terry Rozier. C'est louche quand même, ouais. J'avoue, tu Et paries sur Terry Rozier à fond, c'est curieux. tu vois, il y a je crois que ça vient de là, c'est un le fait que justement il y a ce cercle un peu de parieurs sur, il me semble avoir lu ça, évidemment là maintenant j'ai un Ce doute mais ce qui est assez fou, ouais, non, mais c'est possible que ce soit dans le cadre de la même enquête, hein. Mais ce qui est assez fou, je suis en train de regarder le contrat de Terry Rozier, parce que John T. Porter, on se disait: «Ah, il a un frère riche et machin, pourquoi il fait ça?» Là, Terry Rozier, il est riche tout seul, hein, il a pas besoin d'un frère. Terry Rozier, il gagne 24 millions de dollars cette saison. Donc ça ouais, paraît quand même fou. Qu'est je saurais même pas l'expliquer. À la limite, des joueurs, ouais, un John T. Porter, genre, je connais pas les relations avec son frère, il veut peut-être pas lui prêter de thunes et il se dit: «Bon, bah, mon seul moyen de gagner beaucoup d'argent, c'est de faire des paris sportifs, c'est d'être impliqué dans des trucs comme ça». Terry Rozier, ou alors qu'est-ce qu'il fait de son argent? J'en sais rien, hein. C'est 24 millions de dollars cette saison et il a un contrat, il est sous contrat jusqu'en l'année prochaine, il prend 26. C'est totalement fou de mettre sa carrière en danger, pour ça. Parce que là, son contrat, si c'est avéré, évidemment, la présomption d'innocence, doit prévaloir, mais quand même, c'est louche, hein. Enfin, je sais pas. en en fait, le truc c'est que, tu sais, c'est à l'époque où Porter il est pas encore tombé. Mmh. Quand il y a eu l'ouverture de la NBA aux paris sportifs et c'est, je pense, le plus gros point noir d'Adam enfin j'allais dire du règne d'Adam Silver, Je suis assez d'accord. du truc, c'est qu'Adam Silver, de toute façon, ça a toujours été un énorme partisan des paris sportifs parce qu'il a vu les sommes mirobolantes que ça pouvait rapporter. Il a laissé rentrer le loup dans la bergerie et la NBA va s'exposer parce que s'il y avait John T. Porter, il y a sans doute d'autres personnes, en fait. Je ne sais pas si c'est Rosier ou pas, mais il y a eu les mecs au début, ils ont senti une opportunité, tu vois, et à ce moment-là, il y a personne qui se fait attraper, donc tu te dis, c'est comme tout, c'est comme les gars qui font la fraude sur le truc du pension de retraite, tu vois, Oui. en NBA, tu vois, ou c'est comme toutes les arnaques en fait, c'est qu'au début tu rentres, il y a une arnaque et tu te dis, ah t'as vu, ça marche. Et puis dès qu'il y en a un qui se fait choper, tu te dis, ah mince. Donc Mais là, tu il y vois, a, tu pour vois, l'arnaque, pour la fameuse arnaque là aux soins dentaires, médicaux et tout, on parle de joueurs dont la plupart, avaient pas gagné tant que ça comparé aux sommes d'aujourd'hui et étaient, ruinés pour la plupart d'ailleurs, et donc ils se sont mis dans le truc là. Rosier, bah, il est peut-être ruiné d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est les sommes qu'il a gagnées paraissent, bien supérieures à ça, et je lisais un tweet pour rebondir sur ce que tu dis sur le fait que ce soit un point noir, moi j'aime plutôt bien Adam Silver et je respecte tout le travail qu'il a fait depuis qu'il est là. Ça, je suis assez d'accord. Il y a un tweet qui m'a fait marrer de Mike Beauvais. Je te le lis, la NBA prend très au sérieux les accusations de gambling contre Terry Rozier. Par ailleurs, utilisez le code Federal Investigation avec un bonus de $200 à utiliser sur DraftKings, le partenaire officiel de la. Voilà. Il a fait genre ouais, une. Bah, c'est un peu ça maintenant. DraftKings, ils sont absolument partout et partout, dans même tous sur les le League podcasts, Pass, ouais, ouais. tous les podcasts, il y avait celui de Reddick, celui de Bill Simmons. Il y a toujours un aparté, parier sur le truc avec DraftKings. Et je dis ça en tant que personne qui aime plutôt bien parier une fois ou deux dans l'année, pour le fun. Évidemment pas les sommes,
qu'engagent ces gens-là dont on parle. Mais oui, c'est un peu trop présent et ça, c'est peut-être que le début. Il y a peut-être pas que Terry Rozier et John T. Ouais, Porter. moi, je pense qu'il n'y a pas que Terry Rozier et John T. Porter. Je te dis pas qu'il y en a des masses, mais il y a forcément. Et tu vois, ces mecs-là, ils sont. John T. Porter, on sait, ça vient pas de son. C'est pas lui qui a eu l'idée. Non, il contactait, bien sûr, Ça les gens. t'est contacté, donc Bien sûr. mec, ils n'ont pas contacté qu'un joueur ou deux, tu vois. Rozier, Et, ça peut être quelqu'un de l'entourage qui lui dit ah, écoute, on me propose ça, est-ce que tu veux pas ne pas marquer plus de 10 points ce soir, tu vois? Ça peut être un truc comme ça. Et lui se dit bon, bah vas-y, tu veux te faire un billet, puis tu m'en passes 50%. Enfin, je sais que ça s'est passé comme ça dans des milieux au foot, notamment, voilà, bon. On n'a pas tous les éléments de l'enquête. On ne sait pas, on va attendre de voir ce qui se passe. Là, on fait des suppositions. Pour l'instant, il n'est pas coupable, hein. La NBA, là, d'ailleurs, comme je l'ai dit, n'a pas trouvé de preuves incriminantes. Le FBI a peut-être d'autres moyens pour enquêter. Voilà. yes. Allez, en méga speed, juste Ouais. l'Euroleague hier, il y avait des matchs. Paris a battu l'Asvel, c'était le choc franco-français. Il y a eu 33 points de Sylvain Francisco avec Žalgiris qui s'est incliné Ouais. contre le Bayern Munich, si je dis pas de bêtises. Record pour un Français cette saison, Sylvain Francisco. C'est son record personnel, hein. C'est le record personnel en carrière et c'est le record pour un Français cette année en Euroleague. D'ailleurs, sur la nouvelle Ligue européenne, on refera un point à un autre moment, peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties, qui nous inquiètent un peu. Alors, je vous fais un peu de teasing, on en reparlera. De toute façon, pour l'instant, c'est encore que au stade de rumeurs. Mais voilà, il y a des petites rumeurs qui sont sorties du côté de Basket News. Et un dernier petit point de WNBA, parce qu'il y a eu encore un trade, Shai. Ouais, il y a eu plusieurs petites infos que je vais évoquer rapidement. Donc, au niveau du trade, on le signale parce que c'est une joueuse All-Star, mais ça continue de se vider du côté de Connecticut après le départ d'Alyssa Thomas pour Phoenix. Rachid Méziane qui va coacher une équipe, je pense qu'il est arrivé peut-être, je ne sais pas s'il était au courant du projet, hein, mais il est arrivé avec une équipe qui est toujours très très compétitive. Et là, maintenant, il perd Breonna Jones, qui est une intérieure All-Star, qui était free agent et qui part pour Atlanta. Elle va faire une raquette assez impressionnante avec Brittney Griner là-bas. Donc ouais, Rachid Méziane va coacher une équipe totalement reconstruction, pour ne pas dire en plein tanking. Donc pourquoi pas, hein, j'espère quand même qu'il aura l'occasion de montrer ses qualités. Et autre petite information, tu sais qu'il y a une expansion en cours, on connaît déjà deux des futures équipes. Il y a une troisième franchise, enfin il y a plusieurs prétendantes, mais il y en a une nouvelle qui est apparue et qui, moi, me ferait plaisir. Parce que la candidature est menée notamment par Candace Parker. C'est du côté de Tennessee, où il y aurait les Tennessee Summit qui pourraient intégrer la WNBA sous peu. Il y a un dossier qui a été déposé. Il y a aussi Peyton Manning, l'ancien quarterback, qui est dans l'histoire. Et pour la petite histoire aussi, le Summit, c'est pour Pat Summit, la coach légendaire de la fac de Tennessee. Et c'est pour ça que donc, le nom, ce serait le Tennessee Summit. Et il y a Détroit aussi, avec le propriétaire des Pistons, qui espère avoir sa propre franchise et qui a déposé candidature pour devenir la 16e franchise de WNBA dans quelques années. Allez, on va s'arrêter là-dessus, on a fait très long. On se retrouve demain pour le 6e CQFR. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain.